En machine learning, il existe plusieurs catégories d'apprentissage, parmi lesquelles les plus utilisées en pratique, c'est d'un côté l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire on veut mettre en place des modèles pour faire des prédictions de variables quantitatives, on parle dans ce cas de régression, ou encore des variables qualitatives, on parle dans ce cas de modèles de classification. De notre côté, on a également ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé qui va consister à faire de l'analyse sur des données qui sont non étiquetées. Ça, c'est la base. En apprentissage non supervisé, l'objectif, c'est de créer des groupes d'individus homogènes, c'est-à-dire qui se ressemblent à l'intérieur d'un groupe, et des groupes hétérogènes à l'extérieur. Donc, entre deux groupes, on a des individus qui sont complètement différents en termes de caractéristiques. Parmi les méthodes d'apprentissage non supervisé, vous avez les K-means qu'on a vu dans les 2 précédentes vidéos. Vous avez également une méthode très connue qu'on appelle la CAH, classification ascendante hiérarchique. Comme son nom l'indique, dans la CAH, on fonctionne de façon ascendante. En général, la CAH, c'est une méthode d'apprentissage non supervisé qui va consister à créer des clusters, des groupes d'individus en fonction de leur similarité. Et quand on parle de similarité en général, il y a une notion centrale clé qui est la notion de distance. Pour construire une CAH dans la pratique, en général, il y a 8 étapes essentielles. La première étape, c'est définir la distance, définir le critère de similarité dont je parlais. Comment est-ce qu'on va définir que 2 individus sont similaires? Première étape, notion de distance. En termes de distance, vous avez la plus utilisée, la distance euclidienne. Vous avez la distance de Manhattan. Vous pouvez également utiliser les coefficients de corrélation. Donc, en général, la distance la plus utilisée, c'est la distance euclidienne dans la CAH. La deuxième étape dans la CAH, ça consiste à créer la matrice de similarité ou de dissimilarité. En gros, on va calculer les distances entre tous les points de la base de données. Donc, lorsqu'on définit la distance, deuxième étape, on calcule la distance entre tous les individus de la base de données, la distance euclidienne, Manhattan ou encore une autre distance. Lorsque vous avez cette matrice de similarité et de dissimilarité, la troisième étape dans la CAH va consister à considérer chaque individu comme un groupe. Si vous avez 1000 individus, vous avez 1000 groupes au départ. Si vous en avez 100 000, vous avez 100 000 groupes au départ. Donc, troisième étape, on considérait chaque individu comme étant un groupe. Dans les K-means, on choisit K-groupe. Par contre, dans la CAH, tous les individus, c'est un groupe. Une fois qu'on a considéré que chaque individu, c'est un groupe, la quatrième étape va consister à calculer la distance entre chaque individu de la base de données et les différents groupes. Lorsqu'on a fait cela, on passe à la cinquième étape qui va consister à fusionner les groupes en fonction de la distance qu'on a calculée. En gros, on va calculer la distance entre les individus. On va fusionner les individus qui sont les plus proches en termes de distance. Donc, à ce stade, on aura des groupes d'individus. Une fois qu'on a calculé la similarité ou encore la dissimilarité entre les individus, la prochaine étape va consister à fusionner les individus, les clusters qui se ressemblent le plus. Donc, on procède de façon ascendante. Première étape, on considère que chaque observation, c'est un groupe. Deuxième étape, on calcule la distance entre les différents groupes et les individus. Une fois que c'est fait, on va maintenant regrouper les individus, les groupes les plus proches. Lorsqu'on regroupe, on va procéder de façon itérative jusqu'à ce que, à la fin, on ait uniquement un groupe avec tous les individus. C'est comme ça que fonctionne la CAH. On commence d'abord par considérer que chaque individu constitue un groupe. Ensuite, on calcule la distance euclidienne entre chaque individu et les différents groupes. On va agréger jusqu'à ce que on ait uniquement un seul groupe avec l'ensemble des observations. C'est pour ça qu'on parle de classification ascendante hiérarchique. Une fois qu'on a fait cela, on construit ce qu'on appelle le dendrogramme. Et dans cette vidéo, on verra ensemble comment concrètement mettre en place la CAH en Python. Vous aurez toutes les étapes de A à Z, la construction de la matrice de similarité, la construction du dendrogramme. Est-ce qu'à partir du dendrogramme, on peut obtenir le nombre de groupes final? Ensuite, on va interpréter les clusters obtenus. Je le disais en introduction, nous allons voir ensemble comment concrètement mettre en place une CAH de A à Z en Python. On va travailler avec la base de données qu'on a utilisée pour faire des K-means dans la vidéo du jour 82. C'est la base de données live disponible en ligne sur Kaggle, le lien en description. La base de données contient des informations qui ont été collectées auprès des vendeurs sur Facebook en Thaïlande. Vous avez des variables de différents types comme le type de publication, vous avez le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de réactions. À partir de ce jeu de données, nous allons mettre en place une approche qui va permettre de créer des groupes de publications qui se ressemblent à l'intérieur et qui seront différents à l'extérieur. On a déjà mis en place les K-means et toujours pour mettre en place un clustering, pour mettre en place une apprentissage non supervisé, vous aurez toujours 4 étapes clés. C'est important d'avoir ces étapes en tête
Première étape, je commence par décrire ma base de données. J'analyse les valeurs aberrantes manquantes. Je calcule les moyennes, les médianes, les cas types. Première étape, description. Deuxième étape, je fais des analyses bivariées, c'est-à-dire la liaison entre des variables 2 à 2. Lorsque j'ai compris cette liaison, je passe à la troisième étape qui est de faire l'analyse multivariée. Toujours ACP, ACM. Je commence à comprendre quelles sont les ressemblances entre les individus et qu'est-ce qui diffère. Quelles sont les associations entre des variables sur le plan multivarié et comment est-ce que je peux créer des clusters. Ça me donne une première idée des clusters que je vais mettre en place. Toujours faire une analyse multidimensionnelle. Lorsqu'on veut mettre en place une approche non supervisée. Lorsque j'ai terminé la description uni, bi, multivarié, maintenant je passe à l'apprentissage non supervisé avec soit les K-means comme on l'a vu hier ou encore la CAH comme le RAM maintenant. Et en général, après avoir mis en place l'approche non supervisée, il faut toujours interpréter les clusters qu'on a obtenus. Pour rappel, les K-means que nous avons vus ensemble dans la vidéo d'hier permettent d'avoir une segmentation à 4 groupes avec un score de silhouette autour de 0,76. Vous avez les 4 groupes juste ici. Donc maintenant, on va mettre en place la CAH. Ici, il y a 8 étapes essentielles qu'il faut avoir à l'esprit. Déjà, première étape, on définit la mesure de similarité. Est-ce que c'est la distance euclidienne, la distance de Manhattan? Est-ce que c'est une corrélation? On calcule la matrice de similarité et de dissimilarité entre les individus ou encore entre les groupes. Une fois que c'est fait, on initialise chaque individu ou groupe comme un cluster isolé. Ensuite, on calcule les distances ou dissimilarités entre tous les clusters. Puis, on va fusionner les deux clusters les plus similaires pour former un nouveau cluster. Ensuite, on va mettre à jour les matrices de similarité ou de dissimilarité en tenant compte des nouveaux clusters formés. On répète toutes les étapes jusqu'à ce qu'on ait dans un seul groupe tous les individus. C'est pour ça qu'on parle de classification ascendante hiérarchique. On commence d'abord avec tous les individus comme étant des groupes isolés. On associe 2 à 2 les individus les plus proches en termes de distance euclidienne, Manhattan. Ensuite, on répète le processus, on met à jour la matrice de similarité, de dissimilarité. On répète jusqu'à ce qu'on ait tous les individus dans un seul groupe. C'est la classification ascendante hiérarchique. Et enfin, on visualise les résultats sous la forme d'un dendrogramme. Donc, première étape ici, on va mettre en place le calcul de la matrice des distances, comme je le disais. Pour ça, vous avez le package SciPy, vous avez cluster, hiérarchie, on importe le dendrogramme. C'est ce qui va nous permettre de construire justement ce graphique qui va montrer comment est-ce qu'on regroupe 2 à 2 les individus jusqu'à ce qu'on obtient un groupe avec tous les individus. Il y a Linkage qui va vous permettre de calculer justement cette matrice de ressemblance ou de différence, de similarité. Vous avez F-Cluster qui va permettre d'appliquer, de calculer la CAH avec le nombre de clusters choisis. Ici, j'importe également les métriques. Vous avez le score de silhouette, plus le score de silhouette est élevé, plus le cluster qu'on a sont séparés et mieux c'est. Donc, le score de silhouette, c'est important. On commence ici par calculer la matrice de similarité, linkage, DF normalize. Je répète encore, lorsqu'on met en place une approche non supervisée, en général, ça se base sur des distances. Et à chaque fois qu'on parle de distance, il faut faire attention au problème d'échelle. Ici, je pense qu'on n'en a pas parce qu'on travaille sur le nombre de likes, le nombre de commentaires, c'est assez homogène. Mais par contre, si vous avez des variables qui sont presque différentes, il faut toujours normaliser. Donc, par défaut, normaliser. Donc ici, la normalisation, c'était un standard scaler. Donc, df normalize, ici, c'est df sur laquelle on a appliqué un standard scaler. Méthode WARD, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthode qui va chercher à minimiser le carré des écarts au sein des clusters. Elle tente en fait de trouver des regroupements compacts et homogènes en minimisant la variance globale. Donc, c'est la méthode WARD qui est souvent utilisée. Vous avez d'autres méthodes. Thème numérique ici, on utilise la distance euclidienne. C'est la distance la plus utilisée. Une fois qu'on a calculé les distances, j'exécute ceci. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Juste là, vous avez la matrice des distances qui mesure la distance entre deux individus progressivement. Maintenant, on peut mettre en place le dendrogramme. Le dendrogramme, c'est cette représentation graphique qui va vous permettre de voir comment est-ce qu'on regroupe 2 à 2 jusqu'à obtenir un groupe avec tous les individus. Donc, pour faire le dendrogramme ici, je mets ma matrice de distance que j'ai calculée là et j'exécute, vous allez voir. Et en général, pour pouvoir déterminer le nombre de clusters optimal dans la CAH, on utilise la méthode de saut maximum. Qu'est-ce que c'est? On va observer les distances verticales sur le dendrogramme. Bon, c'est terminé ici, vous voyez, ces distances verticales, donc on va les observer. Ensuite, on va rechercher le saut le plus important. Et lorsqu'on a le saut le plus important, c'est à ce moment qu'on va faire la coupure pour avoir le nombre de clusters optimal. Donc, dans la CAH, on met en place le dendrogramme, on regarde les distances verticales ici, comme vous le voyez là, ça, et on regarde le saut. Le saut, en fait, c'est ça. Vous voyez ici, ce saut n'est pas optimal. Vous voyez ce saut, par contre,
il est important. Dès qu'on trouve le saut le plus important, on va tracer une droite ici, horizontale, juste là. Vous voyez, on trace une droite comme ceci. Et lorsqu'on trace la droite, on détermine le nombre de clusters. En gros, chaque coupure va constituer un groupe pertinent. Par exemple, ici, si je classe une droite ici au niveau de centre, imaginez qu'il y a une droite d'ici. Vous voyez, on a un groupe ici, on a un groupe ici. À chaque coupure, on a un cluster. Donc là, c'est première coupure là, on a ce cluster. Deuxième coupure ici, on a ce cluster. Troisième coupure ici, on a tout ça qui va constituer un cluster. Donc, avec la méthode du saut maximum, on a 3 clusters. Saut maximum, là, vertical, je détermine le nombre de coupures, 1, 2, 3, et chaque coupure constitue un cluster. C'est ça à peu près. Comment est-ce qu'on met en place le dendrogramme sous Python? Comment est-ce qu'on identifie le nombre de clusters dans la CAH avec la règle du coup de dendrogramme? On peut également mettre en place ce qu'on appelle le score de silhouette. En général, ce qui se passe, c'est que on va tester plusieurs CAH avec plusieurs clusters. Par exemple, ici, j'ai mis maximum cluster à 10. Je vais stocker le score de silhouette ici. Ensuite, pour toutes les valeurs des clusters qui sont de 2 jusqu'au maximum, jusqu'à 10 ici, on va appliquer la CAH avec F cluster. Je mets ici la matrice des dissimilarités. Ici, c'est DF normalize, la base de données sur laquelle on a appliqué le standard scaler, méthode WOW. Je mets la métrique. Là, c'est le nombre de clusters et je mets le critère là. Ensuite, je vais stocker mon score dans la base de données que j'ai créée là. Et enfin, je fais la représentation graphique pour voir quel est le nombre de groupes optimal. J'exécute. Vous allez voir à peu près à quoi va ressembler le nombre de groupes optimal. En général, plus le score de silhouette est élevé, mieux c'est. Ça comprend que moins est 1. Moins 1, ça veut dire que les groupes ne sont pas bien séparés. Et 1, les groupes sont parfaitement séparés. Ici, cette analyse nous montre que le score optimal et le nombre de groupes optimal, c'est au niveau de 2. Mais en général, la pratique, 2 clusters, j'avoue que c'est quand même assez faible. Mais ici, exceptionnellement, on va choisir 3 et à la limite 4 pour faire le nombre de clusters. Le nombre de clusters optionnels, c'est 2. Ici, je vais commencer par faire un nombre de clusters à 3 pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Parce que 3, quand même, on a un score de silhouette ici autour de 0,74. Donc, j'exécute ceci pour voir quelle est la CAH avec 3 clusters, F cluster pour voir la CAH. Je mets la matrice en fait de distance. Ensuite, le nombre de clusters, je mets le critère. Et cette ligne de code ici, j'associe à chaque individu son cluster. J'exécute ceci, vous allez voir. Vous allez voir que dans la base de données, on aura une nouvelle variable ici. Cluster qui donne le cluster d'appartenance de l'individu. Cluster label, c'était le cluster qu'on avait obtenu avec Camins. N'hésitez pas à voir la vidéo du jour 82. Une fois que c'est fait, on a nos groupes, on en a 3. On doit toujours analyser qu'est-ce qui caractérise chaque groupe. Ne faites jamais les clusters où vous arrêtez à l'étape précédente. Il faut continuer pour déterminer qu'est-ce qui caractérise les groupes. Et pour ça, pour chaque variable quantitative, je calcule la moyenne, comme vous le voyez ici. Je calcule ceci, vous avez ici. Premier cluster, par exemple, vous vous rendez compte qu'en moyenne, le nombre de caractères est beaucoup plus élevé. Le nombre de commentaires, est beaucoup plus élevé que les autres clusters. Vous savez que dans le groupe 1, on a des publications sur lesquelles on a énormément de commentaires. On a également énormément de partages comparé aux autres. Vous voyez, 447, les autres, c'est 11, 19. On a également énormément de cœurs. Vous voyez, ici, on a 130, alors que l'ailleurs, on a 2 ici. Donc, le groupe 1, c'est le groupe de publications qu'on va souvent tendance à commenter, qu'on va partager et qu'on va adorer. On a vu dans la vidéo du jour 42 que ces publications en général, ce sont des vidéos qu'on aura tendance à liker, commenter, partager. Si on analyse ici le groupe 2, vous vous rendez compte que dans le groupe 2, c'est le groupe sur lequel on aura énormément de réactions. Vous voyez ici, 1775 en moyenne. Le nombre de likes, 1770. Donc en général, le groupe 2, c'est le groupe de publications sur lesquels on a énormément de réactions. Si j'exécute ceci, vous allez voir à peu près le box plot. Et le groupe 3 ici, c'est le groupe sur lequel il n'y a pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de réactions. N'hésitez pas à toujours liker, commenter, partager les publications des personnes que vous suivez en général, parce que c'est comme ça que YouTube pousse à peu près les vidéos. Donc ici, j'exécute ceci, vous voyez. Si on analyse par exemple les différentes caractéristiques, on voit que, comme je disais ici, le groupe 2, c'est le groupe d'individus de publications sur lesquels on a beaucoup de réactions. Le groupe 1, on a beaucoup de commentaires par rapport aux autres groupes. Le groupe 1, on a beaucoup de partages. Le groupe 2, il y a beaucoup de likes. Le groupe 1, on a énormément de cœurs. Donc, plus on a les cœurs, plus on a des commentaires, plus on partage. Ensuite, on va comparer cela avec le type de publication, jusqu'ici. Là, j'ai mis 3 groupes, voilà. Le groupe 1, on a principalement des vidéos et des photos. Le groupe 2, on a vidéos, photos et des statuts. Dans le groupe 3, on a également des liens. Vous pouvez ici calculer le score de silhouette sur la base de données normalisée avec l'escalateur. J'exécute ceci, tac, vous allez voir, score de silhouette autour de 0,75, c'est à peu près faible. Je peux refaire l'analyse ici en mettant 2 comme nombre de clusters optimal, comme on l'a vu ici, pour voir ce que ça change. J'exécute ceci, tac, je mets 2. Je recommence tout et j'interprète mes résultats juste là. Vous voyez qu'en 2 segmentations, dans le premier groupe, on a beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de réactions, beaucoup plus de partages, beaucoup plus de likes. Dans le groupe 1,
ce sera le groupe de publication sur lesquels on aura plus d'engagement. Le groupe 2, on aura moins d'engagement. Donc, si on veut faire une stratégie, on va cibler le groupe 1, déterminer qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait en sorte que dans les publications du groupe 1, on a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de partages. Et c'est ce type de publication qu'il faut reproduire. Si on regarde les caractéristiques juste là, vous allez voir, ce sera à peu près les mêmes interprétations qu'on avait tout à l'heure. Groupe 1, on a plus de réactions, plus de commentaires, plus de partages, plus de likes. Bon, bref, en général, on a plus de réactions dans le groupe 1. Le groupe 2, il n'y a pas beaucoup d'engagement. S'il exécute ceci, on se rend compte que le groupe 1, on a principalement des vidéos et des photos. Ça veut dire que sur les liens, en général, il n'y a pas beaucoup de réactions. C'est pour ça que, en général, les personnes mettent souvent les liens en commentaire. Parce que si vous mettez le lien en publication, en général, il n'y a pas une bonne portée. Les photos et les statuts aussi, on n'a pas beaucoup de réactions non plus. On calcule le score de silhouette. On a un score de silhouette autour de 0,79. Donc, le score optimal, c'était avec 2 clusters. Donc, voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à bien toujours mettre en place les approches structurées avec 4 étapes. Analyse descriptive uni, bi, multi. Et ensuite, on met en place l'approche non supervisée qu'on va bien sûr interpréter, surtout donner le nom business. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'ai un quiz. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre vos réponses en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de tous et toutes vous lire. Première question. Quel est l'objectif principal de la CAH? Petit A, prédire les valeurs manquantes dans les données. Petit B, détecter les anomalies dans les données. Petit C, regrouper des individus similaires en fonction de leur similarité/dissimilarité. Réponse en commentaire, je suis sûre que vous l'avez. Deuxième question, quelle mesure de similarité est couramment utilisée dans la CAH pour des données quantitatives continues? A, coefficient de corrélation de Pearson. B, coefficient de corrélation de Spearman. C, la distance euclidienne. Vous avez la réponse en commentaire. Troisième question, quelles sont les étapes de base pour effectuer la CAH en Python? Petit A, on commence par charger les données. Ensuite, on calcule la matrice de similarité/dissimilarité. Puis, on fait le dendrogramme. Ensuite, on choisit le nombre de clusters optimal. Et enfin, on visualise les résultats. Petit B, charger les données d'abord. Ensuite, on effectue la CAH. Et enfin, on interprète les résultats. Petit C, on commence par charger les données. Ensuite, on applique un modèle de machine learning. Et ensuite, on évalue les performances. Et enfin, on affiche les résultats. Vos réponses en commentaire. Et la dernière question, comment détermine-t-on le nombre de clusters optimal dans la CAH? Petit A, en utilisant la méthode du coude ou la méthode du saut maximum. Petit B, en utilisant la méthode de la silhouette. Petit C, en utilisant les 2 approches ci-dessus. Vos réponses en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. C'était le jour 83 de notre challenge. 100 jours de machine learning, ça avance très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout partager parce que c'est comme ça qu'on fait grandir la communauté. C'est comme ça que vous faites grandir la chaîne. C'est complètement gratuit en plus. Donc, likez, commentez, partagez. Et vous pouvez également vous mettre à jour sur l'ensemble des 83 vidéos qu'on a déjà produites sur cette chaîne qui s'affichent juste à l'écran. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.